OK, alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on aura la chance d'entendre Benjamin Marquis, qui est chercheur scientifique au Centre de foresterie des Grands Lacs et à Ressources naturelles Canada depuis 2021. Donc, au préalable, Benjamin avait fait un postdoctorat sous la supervision du professeur Sergio Rossi à l'Université du Québec à Chicoutimi, où il a étudié les variations intrapopulation dans le débourrement des bourgeons de l'érable à sucre. Puis avant ça, c'était 2019, Benjamin avait fait un stage à Ourana sous la supervision d'Yves Bergeron et Daniel Houle, où il a analysé les variations, dans l'occurrence du gel simulé par des simulations climatiques, dont l'ensemble Climex là, qui avait été fourni par Ouranos. Puis, les simulations ont été analysées et ce travail-là a été tout récemment publié dans un article là, dans la revue Scientific Reports. Donc, il vient aujourd'hui nous présenter le fruit de son travail, qui est intitulé La variabilité de l'occurrence des gelées sous l'effet du changement climatique et risque de dommages aux arbres au Québec. Donc, Benjamin, la parole est à toi. Merci Martin. Je vais aussi, au cours de la présentation, là, mettre un peu de données de doctorat que j'ai cumulées parce que mon doctorat était aussi sur le gel. Là. Donc, ça va surtout être au début pour montrer l'importance que le gel peut avoir avant d'en arriver à l'effet de la variabilité des simulations climatiques sur les prédictions de risque de gel. Donc, pour les gens qui ne sont pas nécessairement familiers avec le gel, dans le fond, si on suit une séquence de débourrement des bourgeons, quand on est en hiver, l'arbre a ses adaptations, il est très capable de supporter et de tolérer des températures de moins 40. Donc, le gel, ce n'est pas un gros problème en hiver. Mais lorsque les températures se réchauffent, l'arbre va ensuite enlever ces adaptations-là de résistance au froid pour pouvoir croître. Et à ce moment-là, quand les bourgeons ont brisé, que les aiguilles sont maintenant exposées à l'air, l'arbre a une résistance au gel qui est en fait plutôt faible. Puis une température de -2, -3, -4 pour quelques heures peut venir causer des dommages permanents à la pousse annuelle qui va ensuite finalement juste tomber puis mourir. Et ça peut avoir des répercussions quand même importantes. Donc, les effets de dégâts de gel sur les arbres, on peut, sur la photo du haut, on peut voir que si le bourgeon terminal, la branche est affectée, il va avoir des fourches. Puis, même chose si c'est le bourgeon terminal vraiment là, du haut de l'arbre. S'il y a 2, 3 têtes qui ensuite se mettent à se développer sur l'arbre, on peut imaginer que c'est un arbre qui va avoir beaucoup de défauts et qui ne sera plus très bon pour l'industrie forestière. Puis, il va avoir une forme plus arbustive que arbre. Donc, ce n'est pas souhaité. Ensuite, sur la photo du bas, évidemment, si les nouvelles feuilles, les nouvelles pousses sont endommagées, ils ne peuvent plus faire de photosynthèse. Ça a donc une grosse limite à la productivité de l'arbre. Sur une photo comme ici, on peut voir au-devant les pousses annuelles qui sont toutes brûlées par le gel et qui vont juste finir par tomber. Puis j'attire votre attention à l'arrière. On peut voir des arbres qui sont vraiment pratiquement tous endommagés. L'ensemble des pousses annuelles sont endommagées sur ces arbres-là. Fait qu'on peut comprendre que vraiment à l'échelle de l'arbre, le gel a un impact qui est important quand ça se produit. Ici, c'est juste une autre photo qui tous les petits cercles blancs montrent des pousses brûlées par le gel. Donc, c'est pas anodin comme phénomène, ça a un impact. Ici, c'est une photo que j'ai tirée de mon doctorat. C'est des galettes d'arbres que j'ai coupées d'arbres en plantation. C'est la même espèce, le même âge, ils ont été plantés la même année. Mais dans le fond, tous les arbres qui sont plus à gauche, comme ici, eux, ils n'ont pas ils n'ont pas beaucoup de dégâts de gel. Puis les arbres qui se retrouvent ici, ils ont eu beaucoup de dégâts de gel. Puis on peut regarder la différence en galettes sur la taille de l'arbre. C'est assez impressionnant. Donc, sur la productivité, le gel a un effet notable. Puis, dans les cernes de croissance d'un arbre, on peut noter des séries de cellules qui sont déformées. Et ça, c'est typique du gel. Puis on peut leur donner des catégories ou des sévérités parce que ce n'est pas tous les gels qui ont la même sévérité, qui vont endommager les cellules de la même façon.
Donc, tu as des gels qui sont moins sévères, tu en as qui sont beaucoup plus sévères. Et dans le fond, la dendrochronologie, c'est un bel outil pour essayer d'étudier les effets du gel par le passé sur les arbres. Et durant mon doctorat, j'ai fait ça. Puis voici juste une figure où j'ai mis en relation la hauteur totale d'un arbre que j'avais coupé en lien avec la sévérité moyenne des dommages par le gel retrouvé à l'intérieur de ces cernes de croissance. J'ai étudié de l'épinette blanche, de l'épinette noire, de l'épinette de Norvège en forêt tempérée puis en forêt boréale. Puis le constat est juste très simple. Plus il y a de sévérité ou de dégâts de gel dans les cernes de croissance, plus l'arbre est petit. C'est une relation négative aux deux sites. Point. Si tu as beaucoup de dégâts de gel, l'arbre est petit. Donc, ça amène un problème. Et à l'échelle du paysage, on peut voir, c'est une photo que j'ai prise d'une plantation qui avait 10 ans d'âge. Donc, oui, on retrouve des arbres, il y en a encore, mais ils n'ont pas vraiment la forme d'un arbre qu'on s'attendrait d'un arbre de 10 ans. Ils sont à peine sortis de la végétation compétitrice, puis il n'y en a pas beaucoup. Donc, le gel vient amener, dans le fond, des risques d'échec de plantation et ça amène un effet important sur l'aménagement durable qu'on a parce qu'on coupe de la forêt, mais si ensuite le reboisement a de la misère, on n'est pas dans une situation de gestion durable. Donc, le gel a son effet sur les arbres et sur la productivité, puis sur d'autres phénomènes qui ne sont pas juste, justement, là, sur la pousse annuelle ou dans des cellules. Là. Ça a un effet à l'échelle du paysage. Une étude a montré que la productivité annuelle d'une forêt pouvait avoir diminué de 7 à 14 % après un événement de gel. Puis, une autre étude a montré que des dommages aux arbres fruitiers seulement au Michigan ont totalisé pour $1,5 milliard. Et le gouvernement américain avait déclaré que l'État était une zone sinistrée. Donc, un événement de gel de -3 ou de -4 qui se produit dans un moment qui est, si on veut, inattendu ou une anomalie qui se passe tard au printemps, va avoir des effets importants même sur notre économie. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement à prendre à la légère. Le gel, ça a de l'importance. Par contre, une des questions qui est importante à se poser, c'est avec le réchauffement climatique, est-ce que les risques de dégâts de gel devraient diminuer? Donc, dans le fond, pourquoi s'en soucier? Est-ce qu'on ne devrait pas se soucier de phénomènes qui vont en augmentant en intensité? Par exemple, la sécheresse, ce serait peut-être plus intéressant à étudier pour essayer de développer une sylviculture adaptée à la sécheresse parce que ça va aller en augmentant les dommages que ça va causer versus le gel qui, si on augmente la température, on diminue le nombre de jours de gel. Pourquoi s'en soucier quand dans 40 ans, ce n'est plus un problème? C'est une bonne question à se poser. Une partie de la réponse se montre dans des cartes. J'ai fait des cartes à l'aide du logiciel Biosim qui montre la date du dernier gel printanier. C'est la date moyenne entre les années 1901 et 1921 pour la carte du bas, qui est ici. Puis, c'est ensuite en haut, c'est pour les années 2000 à 2021. Donc, l'important, c'est surtout de voir que dans le mauve très foncé, là, la dernière date de gel, c'est autour du jour 180 quand on est dans le passé. Alors que, elle n'existe plus, il n'y a plus de mauve foncé là, dans la carte du haut en 2000-2021, ce qui fait que le gel est plus hâtif maintenant. Donc, il y a moins de gel très tardif. Et aussi, il y a la dernière date de gel qui était autour du jour 140. Maintenant, il y en a aussi plus bas parce qu'il y a un peu plus de genre de rouge-brun foncé dans la carte. Ce qui fait que oui, le gel est globalement arrive plus. Le dernier gel est un peu plus hâtif. Mais j'ai fait une carte qui montre les tendances temporelles du dernier gel. Donc, chaque point dans la carte, c'est vraiment la pente d'une régression entre les années et la date du dernier gel. Puis, ce qui est vraiment intéressant de voir, c'est qu'il y a des endroits où la tendance est positive et d'autres endroits où la tendance est négative. Ce qui fait que le risque de gel, dans le fond, n'est pas égal partout au Québec. Et ça ne semble pas non plus suivre une tendance si simple nord-sud. Les endroits où le gel semble avoir une tendance positive, c'est plus près des
près des zones d'eau, comme le long du Golfe, le long du lac Saint-Jean, puis aussi un peu plus dans le nord-ouest, tandis que où la tendance est négative, c'est à différents endroits. Donc, le risque qu'il y ait un dommage par le gel aux arbres n'est pas nécessairement égal partout. Donc, déjà là, de dire que les changements climatiques vont juste diminuer le risque de gel, c'est peut-être pas nécessairement complètement vrai. Ensuite, il y a des études scientifiques qui tentent à montrer que les courants polaires du jet stream, qui amènent, dans le fond, qui font bouger l'air, pourraient devenir plus ondulés. En anglais, les termes scientifiques que j'ai entendus, c'est wavier jet stream. Puis on peut le voir sur les figures ici. Plus le réchauffement climatique est important, puis plus qu'il y a une certaine ondulation, et ça amène une augmentation de la stagnation de masse d'air. Et ces masses d'air-là peuvent amener plus d'événements extrêmes comme des sécheresses, plus de gel, plus de pluie, dans des moments qui seraient inattendus par les plantes. Et ça fait qu'il pourrait, dans un contexte de réchauffement climatique, avoir possiblement plus d'événements de gel anormal dans des moments où normalement on ne devrait pas en avoir. Et l'autre point important, c'est que le réchauffement climatique semble faire devancer l'ouverture des bourgeons. Donc, dans un article paru à Nature Climate Change, des scientifiques ont retracé la date de floraison d'un arbre au Japon jusque dans les années 1500. Puis, vraiment, ils montrent qu'il y a un avancement de l'ouverture des bourgeons dans la période qui correspond avec les changements climatiques. Et un de leurs résultats, c'est que 2021 a été la date de floraison qui était la plus hâtive dans toute leur chronoséquence de date de floraison, ce qui fait que les arbres semblent ouvrir leurs bourgeons plus hâtivement. Et donc, ils répondent aux changements climatiques. Et ça fait qu'ils pourraient peut-être s'exposer quand même plus au gel, même si globalement, il y en a moins. Une étude en Amérique du Nord a montré que l'ouverture des bourgeons était plus hâtive de 18 jours. Donc, des scientifiques ont comparé l'ouverture des bourgeons d'une étude qui avait été faite en 1854-1855, qui montrait qu'en moyenne, les bourgeons s'étaient ouverts le 8 mai. Et eux, ils sont retournés au même site. Et ils ont regardé en 2009-2013, puis ils ont trouvé que l'ouverture des bourgeons, c'était le 20 avril. Donc, ça correspond au fait que les bourgeons s'ouvrent plus hâtivement. Et c'est donc la dynamique entre le risque qu'il y a un gel et l'ouverture des bourgeons qui est quand même qu'il faut vraiment comprendre pour ce qui est du risque de gel, mais qui est difficile en même temps à mettre ensemble les deux effets. Donc, sur un petit, je vais schématiser le risque de gel. Donc, si on regarde une séquence d'ouverture des bourgeons, sur l'axe à droite, on peut voir les DJC pour degrés jour de croissance. Donc, je vous fais un exemple qui part de 0 à 500, là, où justement, là, avec plus la température augmente, plus le degré jour de croissance augmente, plus que la séquence des bourgeons s'ouvre. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les degrés jour de croissance, même si j'imagine qu'il y en a peu dans la salle, je vais ouvrir une petite parenthèse rapide. Pour ce qui est du calcul de degrés jour de croissance, dans le fond, c'est une somme des températures moyennes journalières au-dessus d'un seuil de température physiologique. Donc, en gros, ça dit en bas de telle température, on pense qu'il n'y a pas de développement chez l'arbre, l'insecte ou peu importe là, ce qui est utilisé pour ce qui est à l'étude. Souvent, le seuil, c'est 5 degrés, mais j'ai vu des articles qui disaient qu'entre 0 et 2, c'était assez. Ça pouvait faire mieux que 5, en fait. Donc, c'est ça. Puis, ce que ça permet de faire, c'est de transformer une série de températures journalières en une somme de températures cumulées. Donc, à la place d'avoir de la température qui varie fortement d'une journée à l'autre et qui peut être difficile à analyser, on peut maintenant définir, exemple, un seuil qui dit à 500, c'est la quantité de chaleur qui est cumulée qui permet à la plante, exemple, d'ouvrir ses bourgeons. Et on peut voir à quel jour de l'année est-ce que ça se produit. Donc, c'est vraiment de simplifier l'analyse de la température en cumulant la température pour avoir une somme de chaleur qui est requise pour avoir un développement physiologique chez une plante ou un insecte ou whatever. Donc, voici, si on revient à mon petit contexte schématique, donc,
Par contre, on a un risque de gel. Donc, en hiver, le risque de gel il est pas mal autour du 1, mais il frôle le 0 rendu en été. Puis, à quelque part au printemps, le risque de gel diminue, puis ça coïncide avec le moment où, dans le fond, la chaleur s'accumule et que les arbres ouvrent leurs bourgeons. Avec le contexte des changements climatiques, ce qu'on peut comprendre, c'est que la courbe de l'ouverture des bourgeons se devance parce que, justement, il fait plus chaud puis on cumule des degrés chauds plus rapidement. Donc, les bourgeons s'ouvrent plus rapidement. Par contre, ça peut exposer plus les arbres au risque de gel, mais la courbe de probabilité de gel va aussi changer avec les changements climatiques, donc elle pourrait diminuer. Mais si on considère les effets justement du jet stream qui est peut-être plus wavier ou plus ondulatoire, puis qui pourrait augmenter plus le risque de gel, il pourrait aussi augmenter. Et c'est toute cette incertitude-là qui est vraiment importante dans la question est-ce que le risque de gel peut augmenter ou est-ce qu'il faut vraiment s'en soucier, c'est qu'on ne sait pas. Et ça vaut la peine d'essayer de se poser la question de qu'est-ce qui peut arriver avec le risque de gel. Surtout que les modèles écophysiologiques qui tendent à prédire l'ouverture des bourgeons sont complètement dépendants de la température. L'intrant, c'est des données de température. Donc, si on change les températures, on change la date à laquelle les bourgeons s'ouvrent. Ils sont hautement dépendants de la température. Ce qui fait que essayer de comprendre quelles sont les incertitudes qui sont reliées au changement climatique ou les incertitudes dans les modèles climatiques eux-mêmes, ça a là de l'importance parce que ça va venir changer la date à laquelle on peut prévoir que les bourgeons vont s'ouvrir. Donc, l'incertitude qui est reliée au modèle climatique, c'est vraiment ce que j'ai essayé d'étudier durant mon stage à Ouranos, comme Martin a dit au début. On a réussi à publier à la revue Scientific Report. Donc, l'aire d'étude qu'on a utilisée, c'est à l'intérieur du rectangle. Là, on couvrait, dans le fond, le sud du Québec jusqu'à un peu le milieu du nord du Québec, jusqu'à la Pessière-à-Mousse. Dans le fond, on a pris les domaines bioclimatiques principaux où il y avait de la forêt. Parce qu'on s'attarde aux dommages sur les arbres. Donc, c'est pas mal ça le choix de l'aire d'étude. Ensuite, pour la variation, il existe de la variation entre les modèles. Il existe plusieurs différents modèles climatiques. Il n'y en a pas juste un. Donc, on a utilisé les modèles de l'ensemble Cordex. On en a utilisé 5. Donc, c'est une paire de modèles. Donc, il y a un modèle global puis un modèle régional. Puis on a utilisé 5 différentes paires de modèles globaux régionaux pour essayer de quantifier la variation qu'il peut y avoir entre les modèles. Ils ont une résolution spatiale de 22 km, ça couvre 58 cellules pour l'aire d'étude. Ensuite, pour la variation intramodèle, c'est que le même modèle climatique, si on fait des petites variations aux conditions initiales, les résultats des simulations peuvent varier. Ce qui fait que j'ai utilisé l'ensemble Climex, 50 simulations qui est effectuée par le modèle régional que vous voyez à l'écran ici, avec des petites variations dans les conditions initiales. Puis, il est à une résolution spatiale de 12 km, qui fait 88 cellules qui couvrent l'aire d'étude. Ça a été fait pour la période de 1955 à 2099. Pour le scénario RCP 8.5, qui est le scénario le plus extrême, comme c'est quand même une étude sur un contexte théorique, sur un risque de gel, c'est intéressant d'avoir le scénario le plus extrême. Et on a utilisé des données corrigées pour essayer quand même d'être un peu plus, le plus fiable possible à l'échelle du site quand même. Sur le terrain, ça ressemble à avoir les données un peu plus précises terrain. Donc, pour ce qui est de la variation intermodèle, ce que j'entends par là, c'est que si on fait un graphique très simple de la température moyenne annuelle, puis qu'on a ici la latitude, donc ça transpose le transect sur lequel on a fait notre étude. Chaque ligne correspond à un modèle climatique. On a les couleurs pour les associer. Mais les modèles ne donnent pas exactement le même résultat. Puis ici, on va chercher l'endroit où il y a le plus haute variation, à peu près. On peut quasiment arriver à une variation qui est proche de 2 degrés. Mais 2 degrés de différence entre les modèles pour en fait le même endroit, c'est assez fort. Parce qu'il y a une différence de 2 degrés en température moyenne annuelle, on pourrait s'attendre pratiquement à avoir une différente végétation. Donc, il existe une variation entre les modèles. Et
ça peut générer des variations sur le risque de gel. Mais comme c'est de la température moyenne annuelle, j'avais imaginé que la variation dans un événement précis, comme exemple la date à laquelle on obtient un dernier gel, pourrait être encore plus grande, encore plus impressionnante. Donc, ici, c'est encore la même chose pour le RCP 8.5. C'est les données pour l'année 1960, là, donc c'est juste pour une année, mais c'est un exemple. On a le jour du dernier gel printanier en axe des Y. On a encore une fois en axe des X la latitude. Puis, on peut voir la variation qui existe entre les différents modèles climatiques pour prévoir le dernier gel au printemps. Puis, si on va chercher encore une fois la variation parmi la plus grande, on peut voir que un certain modèle va prévoir que le dernier gel arrive le 5 mai. Mais si le dernier gel arrive effectivement le 5 mai, le risque de dommages aux arbres, il risque d'être assez faible là, parce que c'est un gel qui n'est pas très tardif. Surtout quand on considère la latitude autour de 47-48, le 5 mai, il peut presque encore avoir de la neige d'habitude. Donc, c'est vraiment un risque de gel qui peut être faible. Comparativement, si on prend des modèles qui mènent à la simulation quasiment la plus extrême, on parle du 24 juin pour le dernier gel. Ben là, s'il y a un gel, effectivement, qui arrive le 24 juin, on peut supposer que le risque de dommage est assez élevé. Puis comme les différents modèles prévoient, dans le fond, différentes simulations, ça va impacter sur le risque de gel, c'est sûr, parce que c'est ces données-là qui sont les intrants, puis ensuite, on prévoit la date de débourrement des arbres à partir de ces modèles-là. Donc, clairement que cette variabilité-là est importante et que j'ai trouvé ça intéressant de la quantifier. Ensuite, pour ce qui est de la variation intra-modèle, ben, sur l'ensemble Climex, en disant 50 simulations climatiques. Donc là, ici, c'est juste pour une cellule. C'est celle-là pour l'année 1960. Donc, j'ai fait un diagramme de boîte et moustache qui montre les 50 simulations. Puis, c'est le jour du dernier gel printanier. Puis, ben, encore une fois, on peut voir que une simulation peut prévoir que le risque de gel va être assez faible, tandis qu'une autre peut voir que le risque de dommage par le gel est assez élevé, ce qui fait que les modèles climatiques ont quand même une forte variation dans leur simulation. Puis souvent, en tant qu'écologiste, quand on travaille avec des simulations de modèles climatiques, on ne sait pas nécessairement si c'est une simulation extrême, est-ce que ça n'en est pas une. Souvent, on va utiliser peu de modèles climatiques, puis c'est très rare qu'on ait accès à des simulations du même modèle climatique, ce qui fait que dans le range de ce que le modèle peut prévoir, on se situe où? Est-ce que c'est une simulation extrême, moyenne? Ça vient affecter l'interprétation qu'on peut faire. Puis je trouve que c'est un peu dangereux, justement, quand la simulation qu'on utilise vient affecter notre interprétation, ça devient quand même un peu risqué, là. Surtout qu'on fait de la science pour essayer d'avoir une idée de ce que le futur va être. Avoir une aussi forte dépendance dans nos données, être aussi dépendant de nos conclusions sur des données, c'est quand même quelque chose à garder en tête, là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'identifier le niveau de cohérence entre les simulations sur la prédiction du gel avec un code binaire. Donc, en gros, si la température est en bas de 0, ben, je mets un 1, ça veut dire qu'il y a gel. Si la température est en plus que 0, il n'y a pas de gel, j'ai mis 0. Ensuite, j'ai additionné le nombre de jours de gel pour une année. Ça veut donc dire que si tous les modèles simulent du gel, ben pour Climex, il va y avoir 50 nombre de gel en hiver, par exemple. Si aucun modèle simule du gel, ben ça va être 0. C'est plus facile à voir sur un graphique. On a ici le nombre de simulations en pourcentage maintenant qui est remis qui prévoit du gel. Donc, 100% des modèles, mettons, peuvent prévoir du gel en hiver. 100% des modèles peuvent prévoir que l'été, il n'y a pas vraiment de gel. Mais par contre, au printemps, entre exemple le 90 puis le 10%, il y a quand même une grosse variation en termes de jours, là. Et ça, ben, moi, j'ai appelé ça la période, si on veut, d'incohérence entre les modèles, où dans le fond,
il peut y avoir un gel ou il peut ne pas y en avoir, puis en fait, on ne le sait pas. C'est un peu ça, que pour moi, ce que ça représente. Puis on a la même période aussi là, durant l'automne. On peut quand même voir l'effet du changement climatique où en 1960, qui est la ligne bleue, la période sans gel est plus courte que, exemple, en 2090, qui est la ligne rouge. Mais on peut se demander qu'est-ce que le changement climatique comment ça va affecter là, cette espèce de période d'incohérence-là. Puis, ce que j'ai montré dans le fond ici, c'est que ça, c'est la durée de la période d'incohérence entre les simulations. En noir, c'est les 50 simulations Climex, puis en bleu, c'est la variation intermodèle, donc entre les modèles de Cordex. La ligne grasse, là, c'est la moyenne, puis les pointillés, c'est vraiment les extrêmes. Donc, on peut voir qu'il n'y a pas vraiment de variation avec le futur. Les modèles climatiques vont prévoir un réchauffement, mais ça fait plus un décalage sur la période d'incohérence. Il va y avoir à peu près le même nombre de jours où il pourrait y avoir un gel comme il pourrait ne pas y en avoir. Même chose pour la période automnale. Ensuite, par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que les 5 modèles de l'ensemble Cordex ont prévu une plus grosse variation dans l'espèce de période d'incohérence que les 50 simulations du modèle Climex. Moi, je me serais attendu à l'inverse, juste parce qu'il y avait 50 simulations. Donc, je me disais qu'il y a plus de chances d'avoir des extrêmes. Mais dans ce cas-là, si tu prends 5 modèles, tu vas chercher une plus grande variation que si tu en utilises 50 simulations du même modèle. Donc, déjà là, c'est un résultat assez intéressant pour juste essayer de quantifier là, le niveau de variation qui existe en date de gel, puis sur le niveau d'incohérence qu'il peut y avoir entre différentes simulations. Comment est-ce que cette variabilité-là vient affecter les prédictions dans le débourrement des bourgeons et le risque de dégâts de gel maintenant? C'est une bonne question qui est à se poser. Donc, question de l'ouverture des bourgeons. On a fait des simulations à partir du modèle de degré-jour de croissance. J'ai utilisé 2 seuils, un seuil de 300 degrés-jour et un seuil de 500 degrés-jour. L'idée, c'est d'essayer de voir ce qui peut arriver en risque de gel pour des espèces qui seraient plus hâtives, puis pour des espèces qui seraient un peu plus tardives dans leur développement de bourgeons. Ce n'est pas toutes les espèces qui ouvrent leurs bourgeons en même temps. Il y en a des plus hâtives, des plus tardives. Il n'y avait pas un intérêt à être nécessairement à l'échelle de l'espèce précisément, parce que le but, c'est de voir l'effet des variations des simulations sur un risque de gel. Donc, on n'est pas vraiment allé là, à faire des modèles précis sur des espèces. Le but, c'était plus de rester un peu plus théorique, mais de voir quand même qu'est-ce qui pourrait arriver pour des espèces hâtives et des espèces tardives. Donc, si on reprend une courbe qui représente là, les degrés-jours de croissance, qui pourrait aller de 0 jusqu'à 2000, par exemple, j'ai 2 seuils, un de 500 puis un de 300. Puis, je regardais justement à quel jour est-ce que le débourrement s'est produit, qui est simulé. Puis, ensuite, pour ce qui est du risque de gel, c'était le nombre de simulations pour lesquelles un gel va se produire après l'ouverture des bourgeons. Donc, si l'ouverture des bourgeons est ici, si un gel qui se produit après, ça veut dire que le bourgeon était exposé à des températures froides et qu'il y a donc un risque de dommage par le gel. C'est donc ensuite le nombre de simulations qui pouvaient prévoir un risque de dommage qui était analysé. En termes de résultats, pour ce qui est de l'ouverture des bourgeons, si on prend là, les 300 degrés-jour de croissance, c'est ici, puis l'autre colonne, c'est pour les 500 degrés-jour de croissance. Je montre les résultats pour l'année 1960 puis l'année 2090 pour montrer là, les effets dans le temps. Dans le fond, un effet important qu'on peut voir dans le temps, c'est que l'ouverture des bourgeons dans le futur se fait quand même plus hâtivement. On est plus en moyenne autour du jour 110 dans le futur, tandis qu'on est plus autour du jour 130 dans le passé. Puis, on peut voir aussi que les bourgeons, les arbres, les espèces qui sont plus un peu tardives, se débourrent un petit peu plus tard que ceux qui sont un peu plus hâtifs. Un intérêt de voir ça aussi avec la latitude, on peut aussi voir que vu que ça prend plus de temps pour accumuler 300 degrés-jour de croissance dans les latitudes
plus au nord où il fait plus froid, ben, la date de débourrement est aussi un peu plus tardive. Par contre, là, vraiment un point intéressant, c'est la variation entre les simulations. Tu as quand même encore une simulation du modèle Climex qui va prévoir l'ouverture des bourgeons le jour 120, puis une autre qui va le prévoir le jour 145 à peu près. Donc, il y a une grosse variation. Et s'il y a une variation entre les modèles, qui est d'à peu près de 20 jours, le débourrement des bourgeons dure à peu près typiquement aussi autour de comme 15 à 20 jours. Donc, la marge d'erreur semble être aussi grosse que le temps que ça prend à l'arbre de débourrer. Donc, ça peut vraiment amener d'assez grosses marge d'erreur dans la prédiction de la date d'ouverture des bourgeons. Ensuite, ben, pour les degrés jours de croissance, ben, on peut voir que la variation, tout le spread des données est beaucoup plus grand pour les 50 simulations faites par le modèle Climex que par la variation intermodèle des modèles Cordex. Alors que c'était l'inverse pour la date d'incohérence entre les simulations pour la date de gel. Donc, ça souligne aussi que peut-être qu'on ne peut pas faire de grandes généralisations. Peut-être qu'on ne peut pas nécessairement aller dire que la variation intramodèle est importante dans tel cas, puis elle est moins importante dans tel autre cas, puis c'est la variation intermodèle qui est plus importante dans un certain cas qu'un autre. À mon avis, c'est peut-être même spécifique aux variables climatiques d'intérêt. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de recherches, à mon avis, qui devraient être faites là, à ce sujet-là pour essayer de quantifier l'effet des différentes variables. Puis aussi, on peut quand même voir que une ligne bleue qui est dans le bas ici, mais si juste cette ligne-là est aussi variable que l'ensemble des autres 50 simulations, la variation que j'obtiens et que je montre est dans le fond beaucoup plus faible que celle qui pourrait être réellement attendue. Parce que si la simulation de ce modèle-là, Cordex, est aussi grande de presque 30 jours, bien, ça va descendre jusqu'ici dans le fond, là. Même chose pour celle qui est la plus haute. Si celle-là est aussi variable, bien, si on l'augmente encore, on va se rendre jusqu'au jour 150 et on aurait dans le fond une beaucoup plus grosse variation. Donc, en somme, en ce moment, on a sous-estimé la variation qui existe probablement là, dans les simulations climatiques, ce qui fait que quand on fait des projections pour le futur, bien, on a probablement sous-estimé toute la variation qui existe. Maintenant, si on va voir pour ce qui est du risque de dégâts par le gel, bien, là, c'est le nombre de simulations qui prévoit un dégât de gel en pourcentage. Donc, il part de 0 à 100, qui encore sépare pour les espèces qui seraient plus hâtives, les espèces qui seraient plus tardives en 1960 et en 2090. Donc, on peut voir que ben, par le passé, les modèles prévoient que le risque de gel était relativement fréquent, où on pouvait avoir en moyenne presque 80% de risque de gel pour les espèces hâtives. Puis pour les espèces tardives, ben, on est plus autour du 30%. Ils ouvrent leurs bourgeons un peu plus tardivement, donc le risque qu'un gel arrive après est plus faible. Le spread des données est presque égal. Je n'arrive pas vraiment à dire que les modèles de l'ensemble Cordex sont plus grands que les modèles de l'ensemble Climex. Peut-être un peu, mais pas énormément. Un peu plus pour les arbres qui sont plus tardifs, où là, il y a eu des simulations qui prévoyaient pratiquement 0 dégâts de gel, alors que d'autres en prévoyaient jusqu'à 80. Donc, mais ce n'est pas pour le même site non plus. Donc, la variation elle reste un peu similaire entre la variation inter et intramodèle. Si par contre, on va voir en 2090, ben là, on prévoit qu'il n'y a presque plus de dégâts de gel. On frôle le 10%, le 20% à certains endroits pour les espèces hâtives, alors que pour les espèces qui seraient plus tardives, ben là, on est vraiment à frôler le zéro partout là, le long de l'aire d'étude. Un aspect qui est intéressant, c'est de voir que quand on est dans le passé, on dirait que le risque de dégâts de gel augmente avec la latitude, en tout cas pour les simulations de l'ensemble Climex. Mais pour les simulations de l'ensemble Climex, quand on est en 2090, on dirait que ça diminue avec
que le risque de gel est plus grand pour les basses latitudes. Donc, c'est peut-être que justement le réchauffement est tellement fort que les arbres ouvrent leurs bourgeons tellement rapidement qu'il y a quand même un risque qu'un gel se produise une fois que leurs bourgeons sont ouverts. Et donc, on pourrait peut-être s'attendre à avoir un dégât de gel plus présent dans le futur sur les arbres à plus basse latitude, là. Ensuite, ben, en termes d'hypothèse, si je reprends mon schéma du début que j'ai présenté, ben, on a la probabilité de gel avec la courbe d'ouverture des bourgeons. Donc, oui, ça a été confirmé. Les bourgeons s'ouvrent plus vite dans le futur. Par contre, la courbe de probabilité de gel, elle diminue fortement. Donc, l'idée que le jet stream polaire pourrait amener une plus grande variabilité puis une stagnation de masse d'air froide puis causer plus de gel, ce n'est pas exactement ce qu'on a trouvé. On a quand même trouvé que le risque de gel a diminué pas mal dans le futur. Cependant, quand même, la probabilité de gel dans le futur qui est autour de 0,1, 0,2, 0,2, c'est quand même un gel à peu près à tous les 5 ans. C'est 20 donc on pourrait imaginer que ça, c'est un gel à toutes les années, à tous les 5 ans. Donc, si un gel se produit à chaque 5 ans, puis que tu es un peu malchanceux, puis que tu as un gel qui se produit la première année que tu fais ta plantation, ensuite, il y a un gel qui se produit 5 ans après, tes arbres sont encore petits, puis un autre 5 ans après, tes arbres ont subi 3 gels. Et ils sont encore petits, là. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas considérer le risque de gel. De plus, ben, la probabilité est plus forte que 0,2 avant 2090. Donc, il y a un risque de gel qui est plus fréquent qu'une fois aux 5 ans. Ça peut être une fois aux 2 ans, une fois aux 3 ans. Puis un gel une fois aux 3 ans, ça vient fortement affecter la productivité des arbres, la productivité des forêts, puis l'ensemble d'un écosystème. Donc, le risque de gel n'est pas parti au Québec, là. Et en plus, ben, on a utilisé les simulations du scénario RCP 8.5, qui est le plus extrême en réchauffement. Mais si on avait, par exemple, utilisé le 4.5, ben, il y aurait peut-être eu un peu plus de jours de gel, il y aurait peut-être eu un peu plus de risque d'exposition à des événements de gel. Ça, on ne le sait pas, on ne l'a pas utilisé. Mais ça reste que dans le contexte le plus extrême de réchauffement, on prévoit qu'en 2090, il peut y avoir un gel aux 5 ans. Fait que clairement, pour moi, ça veut dire que la sylviculture d'adaptation au changement climatique doit tenir en compte le risque de gel. On ne peut pas juste dire le gel va diminuer dans le futur. Merci, bonsoir. On se concentre que sur la sécheresse, par exemple. Il faut essayer de tenir en compte le risque de gel. Maintenant, je veux juste faire une petite parenthèse de conclusion là, sur le problème d'échelle en écologie et climatologie. Problème qui perdure depuis des lunes. Mais dans le fond, moi, durant mon doctorat, j'ai analysé des risques de gel sur des arbres dans des plantations, petites plantations de 5 km², où il y avait une variation de la topographie. Donc, je représente ici une toposéquence, à peu près de 15 à 20 mètres, puis dans laquelle je rajoute des petites micro-variations de topographie de l'ordre d'à peu près 1 mètre, qu'on peut retrouver sur le terrain juste en marchant n'importe où, là. Il n'y a aucun terrain qui est parfaitement plat. Et ce que j'ai observé en plaçant des capteurs de température, je n'ai placé 350 dans des plantations justement durant mon doctorat. Et ben, les masses d'air, ils peuvent descendre. L'air froid là, va descendre dans les creux, va venir s'accumuler dans les bas de pente, puis même dans des petits creux à haute élévation. Ce qui fait que l'endroit exact où on plante un arbre a un impact important sur son risque de gel. Et juste pour montrer, dans le fond ici, c'est un résultat que j'ai obtenu avec les capteurs de température. C'est une pente standardisée ici. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que quand c'est faible, c'est que c'est du plat. Quand c'est fort, c'est que c'est une pente. Fait qu'on peut le schématiser par ici, on serait dans le bas, là, le moins 1,5, parce qu'on est vraiment sur le plat. Puis cette pente-là, elle serait dans le fond forte. Donc, cet arbre-là, il pourrait être dans une pente forte.
Donc, quand on est sur le plat, ben, on peut aller chercher jusqu'à un -4 degrés la nuit, alors que le même moment, la même nuit, le même jour, l'arbre qui est sur le haut de la petite butte qui représente la pente, ben, il peut faire 0. Fait que cet arbre-là, ça se peut qu'il ne gèle pas, alors que lui, juste à côté, il peut geler. Puis on parle d'une différence de 5 mètres, 10 mètres, mais c'est une différence de 4 degrés. 4 degrés Celsius en différence sur une petite distance super courte. Donc, ça, c'est jamais. On ne peut pas prévoir ça avec des modèles climatiques. Donc, autant que les modèles climatiques sont bons, sont utiles, sont importants, il faut être conscient de leurs limites. Il faut être conscient que même si on prend des données et qu'on essaie de les corriger pour être plus précis au niveau du site, ça ne veut pas dire qu'on a nécessairement réussi à obtenir des données beaucoup plus précises, puis que le risque de gel, dans le fond, est vraiment là, distribué un peu partout dans le paysage et que ça va prendre encore pas mal de recherches pour essayer de bien lier ce qu'on peut observer sur le terrain puis à l'aide de données écologiques et la climatologie. Il faut être vraiment au courant des limites des modèles climatiques. Puis, dans le fond, l'échelle ou la résolution spatiale, c'est assez important, surtout quand on considère le gel. Donc, j'ai pas mal fini ma présentation. J'aimerais remercier Martin, avec qui j'ai fait ce projet-là, Daniel Hull aussi, Sergio Rossi, qui était mon superviseur de post-doctorat, et Yves Bergeron aussi, qui était mon superviseur de doctorat et qui supervisait mon stage à Ouranos. Donc, c'est pas mal ça pour moi. Donc, merci à vous. Merci, Benjamin. On va prendre les questions. Si vous pouvez peut-être lever la main, il y a beaucoup de monde, là. Je vais essayer de voir les mains, les mains levées. Je peux peut-être commencer avec une question. En fait, quand tu montrais justement tes deux courbes, la courbe de probabilité de gel puis le nombre de jours de croissance, au début, puis là, on parle un peu de la probabilité de certains événements à froid en lien avec le wobbling qu'on appelle du jet stream. Mais d'abord, j'ai l'impression que si tu regardais dans les données que tu as, puis tu faisais une espèce de corrélation où tu regardais, mettons, le nombre de degrés de jour de croissance en fonction de la probabilité du gel, j'ai l'impression que tu aurais quelque chose qui ressemble pas mal à une droite. Dans le fond, tu as un nombre de jours degrés jour de croissance qui augmente, puis la probabilité de gel qui devrait diminuer. Dans le fond, ta distribution de température elle se déplace vers la droite. Il y a un changement dans variabilité qui peut arriver, mais c'est ça. En fait, c'était un peu ce que les résultats montraient à la fin. Donc, il n'y a pas nécessairement de rapprochement entre les deux, à part que peut-être la probabilité de certains événements froids va toujours rester là, même s'il s'avère très rare, même dans le futur, vers la fin du siècle, il va toujours avoir la probabilité de gel. C'est un peu ça qu'on peut comprendre. Oui, dans le fond, c'est un peu ça. L'idée du Wave Year Jet Stream, c'est plus que j'ai vu des articles scientifiques qui ont essayé de voir si c'était plus variable, qu'est-ce que ça pourrait avoir en lien avec des événements climatiques extrêmes. On n'en a pas vraiment parlé dans notre article, mais comme je suis tombé là-dessus récemment, je me disais, aussi bien aller en parler aux experts en climatologie pour voir ce qu'eux ont à dire là-dessus, parce qu'ils en savent plus que moi. Ben, c'est un sujet qui est encore comme débattu quand même là, dans la littérature, à savoir à quel point tout ça a un impact sur les événements froids, mais je pense que c'est quand même débattu. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, David. Oui, merci Martin. Ma question, c'est sur le choix de l'indicateur de gel, là, parce que dans ton graphique qui montre là, le risque de gel,
On voit que dans les années 60, là, il me semble que tu es proche de 70%. Est-ce que ça se peut? Oui, 80%. Mais ouais, mais ça voudrait dire que presque chaque année, il y a des gels qui endommagent les arbres. Ça me semble intense, là. Est-ce que c'est un indicateur qui est vraiment réaliste ou faudrait que le seuil de température soit peut-être à -3, -5 pour reproduire essentiellement là, les vrais risques de gel observés aujourd'hui? Alors, en fait, c'est quand même, je dirais, assez réaliste parce que quand j'ai fait la dendrochronologie sur le recensement des cernes de gel dans les arbres que moi j'avais au doctorat, il y a presque un cerne de gel dans chaque année. OK. C'est juste qu'ils sont pas toujours si importants. Là. Il y a des photos que j'ai montrées que c'est des immenses dommages où justement, là, c'est un événement de gel qui peut arriver une fois aux 15 ans qui cause ça. Mais de manière régulière, il y a réellement des dommages qui sont faits aux arbres, mais qui ne sont pas nécessairement d'ordre catastrophique. Là. Donc, Puis est-ce qu'on est capable de quantifier cette variation de la sévérité des impacts pour pouvoir éliminer les gels que les arbres sont capables je dirais, de surpasser ou de gérer versus les gels qui causent des dommages et qui ralentissent la croissance? Ben, dès qu'il y a un gel, ça va quand même ralentir la croissance. C'est surtout, il y a beaucoup d'effets. C'est surtout avec la hauteur de l'arbre. Le gel, c'est surtout un gel au sol. Okay. Donc, si tu viens de faire ta plantation, tes arbres font 50 cm, le gel va affecter la pousse terminale. Fait que la croissance en hauteur, il n'y en aura comme pas. Elle va être de 0. Fait que qu'il fasse -1, -2, -3, ça va être pas mal fini pour la pousse terminale. Par contre, si ton arbre faisait déjà 10 mètres de haut, ben, la pousse terminale ne sera probablement pas affectée parce que le gel, c'est surtout dans les 2 premiers mètres au sol. Mais tu vas quand même retrouver un effet du gel dans les cernes de croissance parce que les cellules qui étaient en train d'être produites ben, risquent d'être endommagées. Là. Donc, tu sais, c'est beaucoup en lien avec la hauteur. Si tu as un arbre qui est petit, il risque d'être endommagé. S'il est assez grand, il risque de l'être moins. Par contre, si tu prends des arbres de forêt tempérée, ben là, si leurs feuilles sont endommagées, ben là, ça peut quand même avoir un effet sur la canopée si c'est des gels qui sont très, très, très forts. Donc, tu sais, peut-être une fois aux 15 ans, là, oui, tu vas avoir des gels importants. Là. OK, merci beaucoup. De rien. OK, je vois une autre personne qui a la main levée, mais cette personne-là s'appelle 3 petits points. Oui, c'est moi. Dans la salle, c'est. OK, c'est ça. J'ai essayé d'écouter de mon bureau, mais ça n'a pas marché. Donc, mais ma question, c'est surtout la variabilité, parce qu'on a vu l'incertitude, en effet, on a vu avec l'IMEX, on avait une incertitude de 50 jours, si je me rappelle bien. Est-ce que cette incertitude, si on le regarde dans le climat présent avec la variabilité interannuelle, par exemple, tu as une série longue, assez longue de température, puis tu fais juste calculer la variabilité interannuelle, ce qui te donne un petit peu l'incertitude. Est-ce que c'est comparable ou tu n'as pas du tout essayé de regarder ça? Je pense pas que j'ai essayé de regarder ça, non. Pas vrai, Martin? Comme tu étais auteur, tu te souviens? Ben, il me semble que tu avais fait des graphiques où tu regardais les années individuellement sur une période genre de 30 ans. Fait que là, on peut voir un aperçu de la variabilité interannuelle là-dessus. Ben, c'est comme je dis, c'est sur des périodes de 30 ans pour essayer de voir le futur, le présent puis le passé un peu. Mais Ça, 30 ans, c'est pas si long que ça, mais quand même, ça donne une idée de la variabilité ou de l'incertitude, disons. C'est ça. Ben, je sais pas trop quoi répondre. C'est correct, c'est juste la question que je me suis demandé en regardant la présentation. Ben, en fait, si on peut, tu sais, mettons, si tu regardes justement l'étendue de l'enveloppe de Climex, dans le fond, ça, c'est une mesure de la variabilité interannuelle parce que, attends,
Ouais, c'est ça. En fait, c'est fait sur les différentes années, c'est ça? Chaque point qu'on voit. Donc, on n'aurait pas une latitude donnée. Mettons, Climex, on tente 60 et 80. Donc, ça, pour cette latitude-là, cette variabilité-là serait comme un aperçu de la variabilité interannuelle. Oui. OK. Peut-être encore une question parce que je suis ici. Bon, je peux profiter. Le jet stream, tu dis ben, ça pourrait augmenter peut-être le risque de gel, mais on sait bien qu'ils ne sont pas bien représentés dans les modèles. Donc, on n'a pas peut-être, on ne peut pas répondre à cette question si les jet streams ne sont pas bien représentés. Est-ce que tu as regardé en Climex comment ça se présente? Est-ce qu'il y avait des variations plus grandes de jet stream dans le futur? Ah, j'ai pas regardé ça, là. Moi, dans le fond, c'est juste que j'ai vu des articles scientifiques qui parlaient du risque de gel, qui parlaient du jet stream qui pourrait devenir plus variable. Fait que là, je me suis dit, ben, je vais le mettre en introduction pour essayer de montrer qu'il y a une incertitude sur le risque de gel, ce qui amène l'intérêt de faire de la recherche sur ça. Mais je ne tiens pas à répondre à cette question-là avec les données que j'ai présentées, là. C'était plus l'introduction sur l'intérêt de faire cette recherche-là. Oui, mais c'est intéressant aussi de regarder ça, de l'inclure dans l'incertitude parce qu'on sait bien qu'on ne représente pas la dynamique et tout ça. Donc, oui, c'est sûr. Il y a une question ici dans le chat d'André Goulet. Je ne sais pas si vous voulez la dire de vive voix ou je la lis. Oui, ben en fait, moi, je suis forestier de profession, puis aménagiste. Si on planifie, fait des plans d'adaptation de lutte au changement climatique, puis les arbres, ben, ça revient souvent dans ce qu'on fait. Puis je veux savoir, selon vous, là, de quels outils dispose le sylviculteur, des outils de planification, en fait, pour tenir compte là, de ce qu'on vient de voir aujourd'hui, puis à la lumière de ce qu'on vient de voir aujourd'hui, quelle méthode ou quels moyens ou quels outils seraient les plus performants dans un rapport là, coût-bénéfice là, pour prévenir des dommages par le gel sur les plantations, par exemple? Ben, une des méthodes, déjà, ce serait peut-être de faire des coupes qui sont beaucoup plus partielles, puis de laisser du couvert forestier sur le dessus des arbres, parce que l'air froid va descendre au sol, mais les dommages par le gel sont beaucoup plus faibles au-dessus d'une canopée. Donc, s'il y a vraiment plus d'arbres laissés vivants, ça va déjà pouvoir agir un peu comme un protecteur là, de la régénération en dessous, que s'il n'y a vraiment rien, comme après une coupe totale, les variations de température jour-nuit sont très fortes, puis les arbres sont complètement soumis à ça. Donc déjà, laisser plus, mais pas mal plus d'arbres sur place. Ensuite, de bien lire la topographie. Si on est dans un creux, peut-être que c'est mieux de planter une espèce qui va vraiment ouvrir ses bourgeons tardivement. Et si on est sur le dessus d'une butte, puis on sait qu'on est relativement protégé du risque de gel, mais on pourrait peut-être planter une espèce qui va ouvrir ses bourgeons plus rapidement puis qu'on pense qu'il va croître plus pour profiter d'une plus longue saison de croissance. Donc, faire des plantations qui seraient mixtes avec différentes espèces qu'on sait qui pourraient soit être plus tolérantes au gel, puis d'autres qui pourraient croître mieux quand il n'y a pas de gel. Puis là, je pense, exemple, épinette noire, épinette blanche. Ben, si tu fais une plantation mixte où tu plantes tes épinettes noires dans des creux puis tes épinettes blanches sur des buttes, à mon avis, tu viens de maximiser là, la productivité de la plantation juste en faisant ça. Donc, c'est déjà deux méthodes là, qui peuvent être utilisées. Ensuite, ben, de la migration assistée un peu. Si on sait qu'il y a des provenances qui ouvrent leurs bourgeons plus tardivement, ben, peut-être qu'on peut les planter dans des creux. Si on sait qu'il y a des provenances qui ouvrent leurs bourgeons plus hâtivement, on pourrait les planter sur le haut des buttes, puis faire, dans le fond, une plantation qui serait peut-être la même espèce, mais au moins qui aurait des variations de provenance qui ferait
ça pourrait limiter là, le risque de gel. Donc, à mon avis, il y a quand même des outils. Il faut continuer à les documenter puis à le faire. Là. À mon avis, c'est plus encore de domaine de recherche. Là. Mais on pourrait essayer ce genre de technique-là à voir si ça marche vraiment sur le terrain. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ben là, en fait, on va terminer bientôt. Fait que peut-être qu'il y aurait on aurait le temps pour une dernière question de Pierre Richard. Oui. Mon nom est Pierre Richard. Je suis professeur retraité de biogéographie à l'Université de Montréal et spécialisé en paléoécologie. Alors, je me demandais, est-ce qu'il y a eu des recherches portant sur les rétro-prédictions de gel depuis la déglaciation? Ça pourrait être utile pour interpréter l'évolution des différentes espèces à travers le temps. Les données climatiques du passé sont déterminantes pour valider les modèles, quels qu'ils soient, les modèles généraux de la circulation atmosphérique et océanique. Et je me demandais si ce sujet formidable sur les prédictions de gel avait été osé par quelqu'un quelque part. Je ne suis pas particulièrement au courant. Peut-être, là, je ne m'avancerai pas à dire non, mais je ne peux pas dire que je n'ai vu beaucoup qui ont essayé de calibrer ou de voir là, quelle était là, la qualité des simulations en utilisant des données du passé. Évidemment, on ne peut pas mesurer leur qualité, et simplement on peut, en utilisant les mêmes paramètres, si on veut, voir quelles étaient les probabilités de gel hâtif ou pas, selon les reconstitutions paléoclimatiques. En tout cas, je voulais vous féliciter parce que ce rappel micrométéorologique est fondamental. Le drainage d'air froid, ça existe même sur quelques décimètres de dénivelé. Alors, j'ai beaucoup apprécié. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup. Donc, merci à tous. Merci, Benjamin. Là, j'ai vu qu'il y avait d'autres questions qui poursuivaient dans le chat. Donc, je ne sais pas si tu avais écrit ton adresse courriel, peut-être sur la première page, ou tu pourrais donner un moyen de te contacter si les gens veulent poser des questions. Oui, je peux essayer ça. Ici. Vous voyez toujours, hein? Oui. Dans le fond, c'est mon nom, commercial, nrcan, rncan.gc.ca. Fait que c'est Natural Resources Canada, puis ensuite c'est Ressources naturelles Canada, gc.ca, puis c'est dans le fond mon nom. Benjamin.marquis, commercial, le gouvernement du Canada. Ben, super, merci beaucoup, Benjamin, c'est super intéressant.